Je vous propose de faire revenir les différents intervenants de la première session, voir, ouais, vous pouvez rester là, voir s'il y avait des questions ou des discussions. Alors même si les sujets ne sont pas toujours très liés les uns aux autres, mais on va terminer la première session là-dessus. Bonjour et je vous remercie pour toutes vos interventions. J'ai une question par rapport au problème des santé mentale des migrants et des migrantes. Lorsqu'ils arrivent, qui peuvent s'échapper de l'Afghanistan, on sait que pratiquement toutes les femmes sont bloquées. Ceux qui désirent quitter l'Afghanistan aujourd'hui ne peuvent plus. Mais ceux qui ont pu s'échapper ces dernières années et également ces derniers mois, et que la France les a accueillis, on réalise que pour tous les migrants, que ça vient demandeurs d'asile, accès aux soins pour ceux qui ont subi des grands traumatismes psychiques, c'est extrêmement éloigné à leur portée. Même dans une ville comme Paris, c'est difficile. Et imaginez sur toute la France, dans tous les centres de demandeurs d'asile, comment c'est difficile. Les personnels, aussi dans les hôpitaux proches, ils sont diminués, voire même peuvent être question de dignité peut se poser de problèmes. Et également, les personnes sont délaissées. Je voulais savoir, est-ce que c'est une question qui vous préoccupe ou pas? Et la première question, accès aux soins médicaux. Quand un migrant arrive demandeur d'asile en France, pendant plusieurs mois, légalement, on n'a plus droit accès à une protection. Donc ça, comme il y a tout à l'heure, Madame la sénatrice a parlé des lois, est-ce que c'est une question que vous prenez en compte ou pas? Merci Madame. Je ne sais pas si j'aurai la prétention de pouvoir répondre à l'ensemble de vos questions, mais oui, la globalité de la personne qui est en détention ou en centre de rétention ou empêchée, elle est aussi faite de son humanité, de sa dignité et de son corps et de sa santé. Et ce sont des aspects qui ne doivent pas être oubliés. Donc au niveau des lois, je veux bien par la suite répondre à des questions plus précises sur des textes en particulier auxquels vous faites référence, mais sachez que c'est un aspect qui est examiné quand il s'agit des personnes qui sont, encore une fois, empêchées dans leur corps. Oui, moi je vais répondre juste sur la question de la santé mentale. C'est hélas un problème fort connu. La clinique de la migration ou la clinique de l'exil ou la clinique de l'asile sont des cliniques du post-traumatisme, du traumatisme et du post-traumatisme, de manière terrible. Le seul souci, c'est qu'on sort des assises de la psychiatrie, que le secteur psychiatrique français est dans une situation assez complexe. Je crois que Zaguri disait qu'il y avait encore 1200 postes non pourvus. Donc c'est un secteur qui est frappé aussi par une non-attractivité et par des moyens défaillants. Donc non seulement il est au rendez-vous, il a des difficultés d'être au rendez-vous de la santé mentale des ressortissants français, mais vous imaginez bien qu'encore plus, et oui, c'est terriblement défaillant sur la santé mentale des migrants, alors que l'on sait que quasiment tous quasiment sont impactés avec des troubles comportementaux, des troubles dépressifs, des troubles anxiogènes, des troubles sur le sommeil, des troubles d'angoisse considérables, sans parler de profils et de tableaux plus schizophréniques, etc., et du PTSD, donc du post-traumatique, et qui demanderaient un suivi extraordinairement plus élaboré. C'est c'est connu, c'est documenté. Pour autant, c'est tout sauf simple en termes de moyens.
Je pense aussi qu'il n'y a pas que je rejoins tout à fait l'analyse qui en est faite. Enfin, je vois Primo Levi fait un travail remarquable, mais vous savez qu'il pouvait accueillir moins d'une centaine de personnes à Paris pour l'accompagnement des psychotraumas. Je veux dire, au Comède, on fait un travail remarquable. Enfin, il y a plein d'endroits, effectivement, où on fait ce suivi, cet accompagnement. C'est vrai que l'histoire des 3 mois de présence sur le territoire national pour pouvoir accéder à ses droits et à ses soins peut poser problème. Mais personnellement, comme je travaille depuis 20 ans maintenant beaucoup avec l'AFPA et la CNDA et des services du ministère de l'Intérieur, je peux vous assurer, en ce qui concerne, c'est-à-dire qu'en fait, dès qu'il y a malheureusement dans le monde un élément sociopolitique aussi dramatique qu'en Afghanistan, tous les moyens sont donnés. C'est-à-dire que ce que rencontre, j'ai envie de dire, le pauvre Afghan qui actuellement essaie de passer du Nord-Pas-de-Calais à l'Angleterre, ou de quitter Ouistreham ou quitter Granville ou Cherbourg pour se rendre en Angleterre, on n'est pas du tout dans le même cas de figure. Là, on est dans le cas de figure où les gens ont... la France offre par exemple la possibilité de demander l'asile à partir du pays de départ. Donc c'est un visa spécial qui est accordé à partir du pays de départ. Donc ça a été accordé notamment à un certain nombre de ressortissants Afghanistan qui ont pu venir en France avec ce visa spécial et qui permettent ensuite l'examen de leur demande d'asile. Donc malheureusement, oui, la France est très présente. Je dis malheureusement, dans le sens où j'aimerais pas qu'il y ait d'éléments dramatiques qui obligent la France à agir de la sorte. Mais il est vrai que dans ce domaine-là, quand il y a des choses dramatiques, comme en Syrie, comme ailleurs, on est extrêmement réactif et on sait faire les choses. Voilà. Mais par contre, je rejoins complètement l'analyse qui a été faite sur sur l'humilité que nous devons avoir actuellement par rapport à à la fois notre médecine psychiatrique au sens large, indépendamment des réfugiés et indépendamment des migrants, que la prise en compte du psychotrauma, on a l'impression que ça a été découvert hier, et que la résilience, je vous l'affirme, j'ai été jury de mémoire d'assistance sociale, j'avais le droit. Oui, alors madame a vécu des violences, enfin quelles que soient les violences, mais c'est pas grave, il y a la résiliation, donc c'est magique. Si vous voulez, le problème, c'est que la façon dont madame Fleury a présenté les choses, c'est que cette compréhension de ce qu'est la résilience, actuellement, a été banalisée. C'est rentré dans le discours comme une évidence, la résilience. Et je pense au-delà de votre question spécifique par rapport aux populations afghanes qui sont effectivement traumatisées et sur lesquelles il faut agir à 1001 niveaux, je pense qu'il y a aussi une réflexion beaucoup plus générale aujourd'hui en France à avoir sur la place qu'occupe la psychotraumatologie et la reconnaissance de la psychotraumatologie. Bon, même s'il y a des efforts de fait au niveau d'ouverture de centres régionaux maintenant du psychotrauma, etc., mais je peux vous pour accompagner beaucoup de demandeurs d'asile, dont des demandeuses d'asile afghanes pour le coup, que là-dessus c'est assez compliqué, effectivement. Mais parce que la situation générale est compliquée, c'est pas spécifiquement lié à la situation des Afghans. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Oui, je change de sujet pour dire à Luc de Bernis que nous sommes effectivement très impliqués dans les 2 actions dont vous avez parlé, la santé reproductive et les fistules, puisque nous avons 2 programmes en santé reproductive, l'un à Haïti et l'autre à Madagascar, et que nous sommes très actifs aussi en matière de fistules. Nous intervenons au Tchad et très demandeurs d'intervenir ailleurs, et que c'est plus un problème de financement que de décision des ONG. Nous sommes prêts à intervenir plus largement dans les fistules. Ouais, pour compléter ce que disait Noël, je suis assez d'accord sur le fait qu'effectivement on n'en parle pas assez.
Mais on a aussi le sentiment qu'aujourd'hui, la mortalité maternelle et les conséquences de celles qui ont eu la chance de ne pas mourir en accouchant et qui effectivement se retrouvent avec des fistules obstétricales, ça ne séduit pas grand monde. C'est difficile Alors déjà, pour la fistule, moi je pilote le programme d'ASF au Tchad sur les fistules. Déjà, c'est compliqué d'expliquer à des non-médecins ce que c'est. À quel point c'est pas juste une petite incontinence urinaire comme beaucoup de gens peuvent le banaliser, et à quel point c'est un drame véritable de l'accouchement, encore une fois, pour celles qui ont eu la chance de ne pas mourir en accouchant. Elles se retrouvent chassées de leur famille, etc. Mais c'est vrai qu'on a du mal à mobiliser les donateurs et les institutionnels pour financer des programmes, et c'est un peu moins à la mode que ça ne l'était. Et je partage complètement la chance que la chirurgie française a eu d'avoir des chirurgiens experts qui commencent à être un peu âgés. Et je me sens bien seul de ma génération à être préoccupé par ce sujet. Donc avis aux amateurs, c'est effectivement important que des chirurgiens français bénéficient de l'expertise de nos aînés qui ont développé une vraie chirurgie d'expertise qui n'a rien à voir avec la chirurgie qu'on peut faire en France, mais à laquelle on peut se former en étant soi-même chirurgien, gynécologue ou urologue, et acquérir relativement rapidement des compétences pour pouvoir aider ces femmes qui en ont bien besoin. Merci pour ces remarques. Évidemment, je ne minimise pas la difficulté de séduire les donateurs sur cette question, mais ça me paraissait intéressant d'en reparler ici parce que c'est une question... D'abord parce que je pense que le nombre de femmes qui vivent avec des fistules est en train d'augmenter, pas de diminuer. C'est-à-dire qu'on est loin d'être capable d'accéder à la demande. Quand cette demande existe, et encore, il faut aller la rechercher, puisqu'il y a des ONG qui travaillent là-dessus pour aller repérer les femmes qui vivent avec des fistules de manière tout à fait cachée dans les campagnes les plus reculées. Donc il y a un travail, au-delà de la chirurgie, il y a un travail pour aller identifier ces femmes et ensuite, après la chirurgie, pour les réinsérer socialement, quand c'est possible. À Addis Abeba, on a créé un lieu où les femmes qui n'étaient pas réparables peuvent vivre et essayer de gagner leur vie en apprenant un certain nombre de métiers et donc de retrouver cette dignité dont on parle. Et donc, ce n'est pas une question uniquement médicale et chirurgicale, c'est une question beaucoup plus globale sur les droits, le droit de la femme à obtenir des soins. Donc, je ne sais pas comment il faut faire, mais je pense qu'il y a, il y a quelque chose à faire, peut-être en unissant des forces et en travaillant ensemble. Les Américains, les fonds qui viennent des États-Unis sont beaucoup plus importants que les fonds français, ne travaillent pas beaucoup dans les pays francophones. Il y a des papiers qui viennent de sortir sur le Nigeria qui montrent l'étendue du désastre. Je pense qu'il y a vraiment... Voilà, je voulais soulever la question et dire qu'il y a peut-être une énergie à mettre tous ensemble pour travailler sur cette question. Merci. Merci. Alors, je vais oser poser une question à l'historienne et à la philosophe. Vous avez parlé de double peine avec la valeur et avec la non-reconnaissance. Et moi, il me semble que vous avez parlé également des enseignantes et des femmes médecins, des femmes sages-femmes qui n'acceptent pas leur situation et qui la différence liée au genre. Et donc finalement, on a l'impression qu'il y a une triple peine. Mais alors, comment faire pour avancer ? Si les enseignants, si les sages-femmes, si les femmes qui sont maintenant en majorité, les médecins qui sont en majorité des femmes, si ce n'est pas le modèle pour essayer de faire avancer, comment faire ? Non, mais merci pour cette question délicate. Non, je crois que ce sur quoi vous mettiez le doigt, quelque chose que peut-être j'ai mal exprimé tout à l'heure en évoquant un peu vite ce que c'est que l'androcentrisme, c'est le fait que les femmes sont dans une situation particulière, qu'on parle des enseignantes, qu'on parle des médecins, voilà, c'est qu'elles sont à la fois et l'universel et le particulier. C'est-à-dire qu'une femme, elle se pense comme un être humain, et c'est heureux parce que du point de vue de sa dignité, par exemple, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais on en a débattu historiquement. Il n'a pas toujours été admis que les femmes appartiennent à l'espèce humaine. Donc voilà, c'est déjà un premier combat. Et je crois qu'on est aujourd'hui peut-être à un autre moment où
au-delà du fait de reconnaître les femmes comme étant membres de l'espèce humaine, on doit aussi, et en même temps, reconnaître qu'elles ne sont pas tout à fait des êtres humains comme les autres. Et en fait, c'est à l'articulation de ces deux façons de voir que se loge, à mon sens, la difficulté, parce que parfois, il y a avantage à dire qu'on est particulière, et parfois, il y a avantage à dire qu'on est des êtres humains. Voilà. Et moi, la perspective que j'adopte, elle consiste à dire que finalement, les hommes, au sens des mâles de l'espèce humaine, on va dire les choses comme ça, sont aussi particuliers parfois par rapport à ce que c'est qu'être un être humain. Donc il y a cette articulation-là entre l'universel et le masculin et ou le féminin qui est un peu à géométrie variable. Et donc du coup, pour vous répondre sur les enseignantes ou les médecins, on voit ça ça fait un peu des conflits de loyauté d'une certaine façon, on pourrait dire ça. Parfois on est pris dans comment dirais-je, une appartenance professionnelle, on est médecin. En plus, en français, dans le texte, ça se dit au masculin neutre. Voilà. Mais on est aussi une femme, et parfois, être une femme médecin, c'est être plus femme que médecin, ou plus médecin que femme. Enfin, c'est dans toutes ces articulations d'identité. Cynthia Fleury parlait d'intersectionnalité tout à l'heure, que voilà, se trouve parfois la difficulté à trouver sa place. Donc, comment en sortir ? Je passe la main à la philosophe qui aura peut-être des idées. Oui, alors comment en sortir ? En fait, c'est très simple. Voilà, en fait, c'est très simple parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas, si vous voulez, se mentir sur l'absence de diagnostic et l'absence des mécaniques. C'est assez bien documenté. Donc, on sait que c'est un continuum. Voilà, on sait que c'est un continuum qui commence tôt sur toutes les questions d'éducation. On a vu qu'à chaque fois on focalise sur l'éducation des filles, mais que l'éducation des garçons sur le désamorçage entre guillemets viriliste, patriarcal est absolument déterminant, que ça doit se faire partout, dans les familles, dans les écoles, dans les institutions, que c'est une grosse bataille. Et ce patriarcat, entre guillemets, je le dis sans idéologie, puisqu'il a constitué notre civilisation. Voilà, il y a un grand travail de déconstruction, d'abord culturelle, constant, permanent, et sincèrement, là aussi, il y a une belle marge de progression. Ensuite, vous avez malgré tout la normativité juridique et les sanctions, c'est-à-dire d'avoir un arsenal de sanctions plus fort par rapport aux manquements, ce qui n'est pas encore le cas. Vous avez eu le mouvement, pour le coup, MeToo a assez bien mis en valeur cela quand on a interrogé les femmes pourquoi à chaque fois elles déjudiciarisaient leur procès. Elles expliquaient que fondamentalement la justice était trop patriarcale, c'est-à-dire que en gros que lorsqu'elles demandaient à la grande norme de venir arbitrer, cette norme était problématique, et là aussi faisait que vous aviez des relents ou des récurrences de systèmes inadaptés. Donc là aussi il y a à travailler sur un arsenal de sanctions plus tenues. Et puis une non-banalisation de ces violences. Après, vous avez, là ça varie, une utilisation possible dans certains endroits de quotas, une utilisation temporaire qui peut être des outils comme ça assez simples. Et puis malgré tout, vous avez ce grand système du socio-économique. Je sais qu'on aime à dire que les inégalités salariales, c'est autour de... Alors, les chiffres varient. Parfois, on dit 16% jusqu'à 25%, en gros. La vérité, c'est pas du tout ça. La vérité, c'est que vous avez 46% de différence sur les pensions de retraite. Donc, c'est ça qui est important de savoir à la fin du système, qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est pas 16%, c'est pas 25%, c'est quasiment la moitié, une différence de moitié qui se joue sur, et quand on connaît les enjeux de l'allongement de la vie, c'est quand même assez considérable. Oui. J'ose juste rajouter une chose. J'ai en tête des travaux socio-anthropologiques menés au Sénégal, par exemple, sur les sages-femmes. J'ai en tête un livre que vous avez peut-être lu qui s'appelle « La bataille des femmes », écrit aussi par des socio-anthropos qui travaillent en équipe en Afrique de l'Ouest, qui démontre, par exemple, comment, dans le trajet d'une sage-femme,
même si à l'école, elle a appris à travailler correctement, au bout de 6 mois, sa pratique devient extrêmement violente. C'est-à-dire que tous les actes médicaux qu'elle a en mémoire et qu'elle utilise deviennent des actes médicaux de violence et de pouvoir. Les révisions utérines sans prévenir et sans anesthésie, les curetages à vif, etc., etc. Parce qu'il y a besoin de s'affirmer. Et c'est très étonnant et il démontre très bien comment les sages-femmes sont prises entre une connaissance scientifique qui est indéniable, elles ont appris un certain nombre de choses pendant leurs études, et comment elles sont coincées par des données sociales et des contraintes sociales qui font que, par exemple, elles ne peuvent pas traiter de la même façon une femme qui vient de la haute société et qui se présente à l'hôpital et une femme qui se présente en haillons et qui manifestement n'a aucun soutien social. Donc, c'est certainement pas qu'au Sénégal, mais il y a des travaux très intéressants là-dessus et qui démontrent que c'est pas aussi simple que ça et que effectivement, il y a un beau combat à mener sur la dignité, sur encore une fois la reconnaissance et que c'est pas parce qu'on est une femme que les problèmes sont immédiatement résolus. Je voudrais pas être provocateur, mais est-ce que tu veux dire par là que ces sages-femmes violentes, elles veulent imiter des hommes? C'est ça que vous voulez dire? Bon, non, là c'est un peu de la provocation. Mais par contre, moi, à titre personnel, je trouve que ce message éducatif homme-femme, du genre, il apparaît trop tard. C'est-à-dire que si on commence à réfléchir à ça au niveau universitaire, ça ne va pas. Hein, moi, je vois, il y a 20 ans, les Canadiens, déjà, ils expliquaient ce que c'était, qui était propriétaire du corps, en primaire, voire au maternel, à la crèche. L'inceste, je ne sais pas s'il existerait au même niveau si ça n'existait pas. Et je ne comprends pas pourquoi en France, ça n'existe pas. C'est quand même souvent des messages extra. Vous parlez de simplicité, ça c'est des messages très simples. Et moi qui ai maintenant des petits-enfants, j'ai eu des enfants et des petits-enfants, et il n'y a toujours pas de changement. Moi, ça, je peux bien en dire 2 mots, mais très très vite, parce que je m'occupe de former des enseignants. Je peux vous dire que ça a existé et qu'on a formé des enseignants dans l'institut dans lequel j'enseigne depuis 20 ans. Il y a des réflexions sur les questions de formation à l'égalité entre les filles et les garçons pour les enseignants du primaire. Bon, il se trouve qu'on forme les intervenants en petite enfance dans d'autres cadres, donc là, moi, je n'interviens pas. Et ce que je peux simplement vous dire, c'est que les choses reculent de manière très considérable, parce que la façon dont s'organise la formation des enseignants aujourd'hui est centrée sur ce qu'on appelle les savoirs fondamentaux, qui sont effectivement fondamentaux, savoir lire, écrire et compter, mais que la transmission d'un certain nombre d'éléments qui ont à voir avec l'éducation à l'égalité, vous faites de la provocation, je vais en faire aussi, on s'est rendu compte que finalement ces sujets-là n'étaient peut-être pas si consensuels que ça dans notre pays, et qu'il fallait du courage politique pour en défendre l'enseignement et la diffusion dans les lieux où on forme les enseignants aujourd'hui en France. Donc on le fait de moins en moins. Mais voilà, pour ces raisons-là. Ouais, je suis d'accord.